À tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis. Merci de vous connecter tous à l'heure. On apprécie. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes le média pour les francophones aux États-Unis depuis maintenant plus de 16 ans. On va parler aujourd'hui des successions et donations franco-américaines, quelles sont les lois applicables et la fiscalité. On a deux experts qui ont l'habitude de venir nous parler du sujet. Le premier, c'est François Burneau. Il est notaire associé auprès de GMH Notaire. François dirige le pôle stratégie patrimoniale depuis 11 ans maintenant. Il intervient auprès d'une clientèle internationale, principalement aux États-Unis. Il aborde régulièrement des thèmes de droit international. Il était récemment au consulat de France à New York, à l'université de Miami, en Floride, et à l'université de Tokyo, au Japon. Notre deuxième interlocuteur va être Richard Ortoli. Richard est associé fondateur du cabinet Ortoli Rosenstadt LLP à New York, membre des barreaux de Californie et de New York. Il est avocat spécialisé en succession internationale, droit commercial international, droit immobilier et fiscalité internationale. Il est diplômé d'une licence de lettres modernes de l'université de Leeds en Angleterre et d'un doctorat de l'université de Cornell aux États-Unis. Richard vit aux États-Unis depuis 47 ans. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, vous connaissez le principe. On fait 40-45 minutes de présentation. L'idée, c'est de répondre à toutes vos questions le plus global possible. Et puis, après, quand vous avez des questions un peu plus spécifiques, soit vous prenez directement contact avec nos experts, soit vous pouvez les poser en direct dès à présent, tout de suite, dans le Q&A, juste en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. Je vais tout de suite donner la parole à François, qui va démarrer sa présentation, et puis je reviendrai pour lui poser quelques questions. Bonjour François. Bonjour Romain et merci pour cette introduction. Alors on aborde avec Richard cet après-midi ou ce matin pour les New-Yorkais, ce midi, donc les successions et les donations franco-américaines. Alors on va essayer de vous rendre ça le plus accessible possible, même si évidemment ça reste parfois un petit peu technique. Alors j'ai voulu dans ma présentation, pour rendre ça un peu plus facile d'accès, j'ai nourri avec quelques exemples de façon à ce que vous puissiez peut-être suivre plus aisément ma présentation. Alors j'essaie de la faire défiler, voilà. D'abord, je voulais évoquer avec vous l'approche du droit des successions qui est différent suivant qu'on se place du point de vue français ou du point de vue américain. Alors si je schématise à gros traits, on peut considérer que en France, le système est un peu plus contraignant puisque il existe ce que beaucoup connaissent, c'est-à-dire la réserve héréditaire, le fait qu'une part minimum doit revenir à ses descendants, à ses enfants, contrainte que l'on n'a pas ou beaucoup moins dans les États américains. Donc on peut considérer que la liberté en matière de succession aux États-Unis est beaucoup plus grande qu'en France. Alors vous avez certainement en tête la succession de Johnny Hallyday, puis avant lui celle de Maurice Jarre, qui a mis un peu en lumière en fait les problématiques de ces successions franco-américaines. Et en fait, avant d'aborder le point de la fiscalité qui va certainement beaucoup vous intéresser, je vais d'abord évoquer un enjeu qui était l'enjeu dans la succession de Johnny, dans celle aussi de Maurice Jarre, qui est celle de la loi applicable. Alors quand on dit loi applicable, c'est la loi qu'on va utiliser pour déterminer et désigner les héritiers d'une succession. C'est à la fois les personnes, mais c'est aussi leur quotité. Et suivant qu'on va appliquer la loi française ou la loi d'un État américain, eh bien, on n'arrivera pas aux mêmes conséquences en matière de répartition des quotités entre les héritiers. Donc c'était le cas dans la succession de Johnny. Et donc pour arriver à déterminer cette loi applicable, eh bien chaque pays, alors c'est le cas pour la France et le cas pour les États-Unis, détermine des critères, ce qu'on appelle des critères de rattachement, afin de déterminer la loi qu'on va devoir appliquer aux actifs qui dépendent de la succession. Alors jusqu'en 2015, c'était assez simple parce que la France et les États-Unis avaient les mêmes critères de rattachement. Et puis depuis 2015, nos critères sont différents. Donc aux États-Unis, les critères sont les suivants. On rattache tout ce qui est mobilier, donc tout ce qui n'est pas immobilier, à la loi du domicile de la personne décédée. Et puis on rattache les immeubles, donc les biens immobiliers, à la loi de leur lieu de situation, donc dans le pays où ils se trouvent. En France, le critère n'est pas celui-ci, c'est le critère depuis 2015 de la résidence habituelle. Donc du point de vue français,
on va appliquer au règlement d'une succession la loi de la dernière résidence habituelle de la personne décédée. Alors prenons un exemple pour voir comment ces points de vue différents entre la France et les États-Unis, bien comment en situation ça s'articule. Alors prenons le cas de Christine Ritter, qui est française et américaine et qui résidait donc habituellement à New York depuis 30 ans, où elle est décédée en 2020. Elle laisse des comptes bancaires, donc des biens meubles du point de vue juridique, et des biens immobiliers en France et aux États-Unis. Donc, quelle règle de droit est applicable en l'occurrence pour la succession de Christine Ritter? Eh bien, les nouvelles règles françaises, donc depuis 2015, désignent la loi américaine, la loi de l'État de New York où elle réside, qui est donc la loi de son dernier lieu de résidence, comme seule applicable au règlement de sa succession. Et puis, les règles américaines, elles, donc désignent la loi française pour les biens immobiliers situés en France et la loi de l'État de New York pour le reste. Et comme les États-Unis ne sont pas un État lié par le règlement européen qui a posé en France ce nouveau critère de la résidence habituelle, eh bien le renvoi à la loi française pour les immeubles situés en France sera donc accepté par la France. Donc la solution, c'est qu'on appliquera la loi française aux biens immobiliers situés en France et la loi de l'État de New York pour le reste, y compris pour les comptes bancaires qui sont situés en France. En fait, le nouveau critère posé en 2015 résulte d'un règlement européen qui date de 2012, mais qui est entré en application en 2015, et dont l'ambition était d'avoir, en tout cas à l'échelle de l'Union européenne, un critère commun pour avoir une même loi applicable dans l'ensemble des pays de l'Union. Alors on y est presque arrivé, à l'exception de l'Irlande et du Danemark. Et donc le nouveau critère, c'est donc le critère de la résidence habituelle. Néanmoins, vous avez la possibilité de choisir une autre loi. Alors ce choix est limité parce que vous ne pouvez choisir que votre loi nationale. Sauf que quand vous avez plusieurs nationalités, eh bien vous pouvez choisir l'une de ces lois nationales qui sera donc applicable au règlement de votre succession. Alors le grand intérêt, c'est que si cette loi est une loi qui vous ouvre plus de liberté dans le règlement de votre succession, vous pouvez donc la choisir. C'est ce qui va faire que des Franco-Américains auront peut-être tendance à privilégier la loi d'un État américain, qui va donc leur laisser plus de liberté dans la répartition de leur succession. Prenons justement l'exemple d'Oliver Twist. Alors lui, il est français et américain. Il réside à New York. Il y est décédé donc, le 1er juillet 2021 et il laisse donc des comptes bancaires, des biens meubles et des biens immobiliers en France et aux États-Unis. Mais il a rédigé un testament auprès d'un avocat américain dans lequel il a clairement désigné la loi de l'État de New York comme applicable au règlement de sa succession. Donc dans ce cas-là, il a exprimé une volonté. Donc les règles de droit américaines désignent la loi française pour les biens immobiliers qui sont situés en France et la loi de l'État de New York pour les biens immobiliers situés à New York. Et puis aussi les biens mobiliers situés en France et à New York seront dévolus suivant la loi américaine. Mais comme Oliver Twist a fait un testament et qu'il s'est positionné sur une loi applicable, celle de l'État de New York, eh bien, le renvoi vers la loi française, dans ce cas-là, pour les immeubles situés en France, ne sera pas pris en compte par la France. Et donc, la France va appliquer la loi de l'État de New York sur les biens immobiliers situés en France. Et donc, on a une succession mondiale, entre guillemets, qui va être gouvernée uniquement par la loi de l'État de New York. Pourquoi? Parce que Oliver Twist est américain et qu'il a fait ce choix dans un testament aux États-Unis. Alors c'était l'enjeu dans la succession de Johnny Hallyday, puisque suivant qu'on appliquait la loi française ou la loi de l'État de Californie, eh bien les dispositions qu'il avait prises ne prenaient pas toute leur ampleur, et notamment eh bien, le legs qu'il avait fait à son épouse et à ses deux derniers enfants ne trouvait pas la même application suivant qu'on appliquait la loi de Californie ou la loi française avec la contrainte de la réserve qui prévoyait nécessairement une quote-part pour ses enfants aînés. Donc là, vous voyez s'afficher un de ses testaments qui date de 2014 où il dit « Ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure. Je sous-signé Jean-Philippe Smet, demeurant en Californie, donc entend léguer l'intégralité de ma succession à mon épouse Laetitia. Et cette dernière recevra donc conformément à la loi californienne l'ensemble de mes biens. » Sauf que Johnny Hallyday, quand il fait ce testament, il n'est pas américain. Alors le projet du couple, c'était qu'ils obtiennent
tout cas Johnny obtienne la nationalité américaine de façon à ce qu'il puisse désigner la loi de l'État de Californie comme applicable au règlement de sa succession et donc priver ses enfants, en tout cas ses enfants aînés, de leur part réservataire prévue par la loi française. Sauf quand il décède, il n'a toujours pas obtenu cette nationalité. Donc le débat qui s'est posé devant le tribunal de Nanterre dans les Hauts-de-Seine, ça a été le débat de déterminer quelle était sa résidence habituelle. Est-ce que c'était l'État de Californie ou est-ce que c'était la France? Puisque suivant la réponse que l'on apportait à cette question, eh bien ça déterminait et ça désignait donc la loi applicable au règlement de sa succession. Et donc le tribunal de Nanterre s'est clairement positionné sur la loi française. Manifestement, il passait beaucoup plus de temps en France qu'aux États-Unis, et donc le tribunal de Nanterre a considéré que sa résidence habituelle était la France et non pas la Californie. Alors, je dois aussi vous informer d'un nouveau texte qui a été un petit peu revu et corrigé dans le Code civil français et qui existe depuis le 1er novembre 2021, qui vient un peu à rebours en fait de ces règles européennes qui pourtant prévalent sur le droit interne français. Alors c'est un petit peu étonnant, on ne sait pas d'ailleurs si ce texte va persévérer très longtemps dans les années donc, qui viennent, mais en tout cas il faut que vous en soyez informés, et donc ce texte prévoit met en place ce qu'on appelle un prélèvement compensatoire qui permet donc aux enfants donc, qui seraient déshérités par une loi étrangère eh bien, de pouvoir récupérer leurs réserves sur les biens situés en France. La condition qui est posée par le texte, il suffit qu'un héritier ait la nationalité d'un des pays de l'Union européenne ou réside dans un des pays de l'Union européenne pour que ce texte puisse s'appliquer. Évidemment, il faut que des biens soient situés en France pour permettre aux enfants donc écartés par une loi étrangère de pouvoir prélever leurs droits sur les biens situés en France. Donc aujourd'hui, c'est le droit en vigueur en France et donc qui est totalement à rebours des règles européennes. C'est un peu étonnant. Je n'ai pas le temps de revenir sur le contexte qui a abouti en fait à ce texte, mais bon, il a en tout cas été malheureusement mal rédigé, mais il existe et il est applicable. Donc là, je vous ai évoqué les règles de droit civil, donc la possibilité que vous avez, si vous avez plusieurs nationalités, de pouvoir choisir une loi applicable au règlement de votre succession. Et maintenant, j'aborde l'aspect fiscal, où là, vous n'aurez jamais la possibilité de choisir la loi fiscale applicable à votre succession ou à une donation, puisque ces règles-là sont figées, elles sont prévues dans une convention fiscale qui existe entre la France et les États-Unis depuis 1978, qui a été corrigée un petit peu en 2004, et donc qui fonctionne plutôt très bien, qui a même certains avantages sur lesquels je vais essayer d'arriver là dans quelques minutes. Le but de cette convention, et d'ailleurs des conventions fiscales quand elles existent entre les pays, c'est d'éviter donc les doubles impositions et donc éviter qu'un héritier ou un donataire soit taxé sur les mêmes actifs deux fois, c'est-à-dire côté français et côté américain. Donc comment ça fonctionne? D'abord, il y a les critères qui sont posés par la convention, avec la particularité que les critères sont plus étendus pour les États-Unis que pour la France, puisque le critère américain est double en réalité. Il y a le critère du domicile et le critère de la citoyenneté américaine. Côté français, on a uniquement le critère du domicile de la personne décédée ou de celui qui consentirait à une donation. Mais encore une fois, c'est en rouge à l'écran. Vous ne pouvez pas choisir votre loi fiscale. Elle s'impose suivant votre lieu de résidence ou votre citoyenneté pour ce qui est des États-Unis. En France, le domicile fiscal est fixé par l'article 4B du Code général des impôts. Vous voyez à l'écran les critères qui sont posés par ce texte, sachant que ces critères ne sont pas cumulatifs, mais ils sont alternatifs. Il suffit en fait d'en remplir un pour que la France vous considère comme son résident fiscal. Donc il arrive parfois d'ailleurs, plus souvent qu'on imagine, qu'une même personne satisfasse à la fois aux critères français et américains et en fait ait une double résidence fiscale. Et donc l'article 4 de la Convention tente de régler ce problème en fixant des critères hiérarchiques pour
au bout du bout, eh bien, déterminer quel est votre pays, enfin, quelle est votre résidence fiscale, dans quel pays vous êtes résident. Ce qu'on apprend dans cette convention, c'est qu'à l'article 5, on apprend que les biens immobiliers sont toujours taxés dans l'État où ils sont situés. Ça, c'est une règle intangible. De la même manière que les sociétés qui détiendraient ces immeubles, dès lors que vous trouvez à l'actif de la société plus de 50% représenté par un bien immobilier, eh bien fiscalement c'est considéré comme un immeuble et donc la société immobilière, par hypothèse, on sera taxé dans le pays où se trouve l'immeuble. Les biens mobiliers, donc autres que l'argent, donc essentiellement les meubles meublants par exemple, donc eux sont taxés dans l'État où ils sont situés comme les immeubles. En revanche, l'article 8, lui, prévoit que tout ce qui est actions, parts de société, donc par hypothèse pas les sociétés immobilières, les autres sociétés, les créances, donc le numéraire, donc les comptes bancaires, sont imposables par un État que si le défunt ou le donateur possédait la citoyenneté américaine ou était domicilié dans l'un de ces deux États. Alors, cet article 8 a fait l'objet d'une célèbre réponse ministérielle qu'on appelle la réponse Valex de 88 et qui pose en fait une réponse donc intéressante puisque on apprend que le critère de la citoyenneté est uniquement un critère américain. La France ne peut pas le revendiquer. Donc la France n'a que le critère du domicile. Et donc ça veut dire qu'une personne qui résiderait aux États-Unis, française ou américaine, et qui aurait des actions, des parts de société, des créances, des comptes courants en France, eh bien ces actifs-là ne seraient pas taxables en France, ils ne seraient taxables qu'aux États-Unis, et donc dans des conditions fiscales souvent bien plus favorables. Vous allez le comprendre avec le cas d'Elisabeth Durand. Elisabeth, elle est franco-américaine, elle est domiciliée à New York, elle y habite depuis 30 ans et elle se dit qu'elle consentirait bien une donation de 500 000 $ à ses deux enfants qui résident tous les deux en France. Eh bien, c'est évidemment possible. Elle fait un virement à chacun de ses enfants de 250 000 $ américains. Mais comme Elisabeth est domiciliée aux États-Unis, eh bien, cette donation, quand bien même ses enfants résident en France, n'est pas taxable du point de vue français. Cette opération n'est taxable que côté américain. Et dans l'État de New York, en l'occurrence, c'est une opération qui ne serait pas imposable. Richard reviendra sur la fiscalité dans l'État de New York, notamment dans quelques minutes. Donc c'est une opération qui, côté américain et côté français, ne va engendrer aucune imposition. Imaginons maintenant, toujours avec Elisabeth, qu'elle décède le 30 décembre 2020 à New York, donc où elle résidait depuis 30 ans, et elle laisse ses deux enfants donc, en France pour recueillir sa succession. Sa succession est composée à la fois d'actifs mobiliers et immobiliers. Donc j'ai schématisé à l'écran la répartition de sa succession. Donc le bien immobilier situé aux États-Unis sera taxé aux États-Unis, sur le sol américain. Les avoirs bancaires aux États-Unis seront taxés aux États-Unis puisqu'elle est domiciliée aux États-Unis. Et le bien situé en France, le bien immobilier sera taxé en France puisqu'il est situé en France. Et les avoirs bancaires situés en France seront taxés aux États-Unis puisque Elisabeth est domiciliée aux États-Unis et que c'est le critère côté français et côté américain pour déterminer le pays qui peut exercer la taxe. Donc vous voyez que sa succession va être taxée majoritairement aux États-Unis, mais dans des conditions beaucoup plus favorables que les conditions françaises, donc avec des droits de succession réduits, voire nuls côté américain. Alors l'article 12 de cette convention met en place un mécanisme pour calculer l'impôt, et donc on parle du taux moyen d'imposition, donc toujours dans le but d'éviter la double imposition, mais néanmoins chaque pays peut tenir compte des actifs qu'ils ne peuvent pas taxer dans l'autre pays, mais qui néanmoins existent, pour déterminer le taux d'imposition sur les actifs taxables en France ou aux États-Unis, suivant le cas. Alors vous allez comprendre ça avec le cas de John Sanders. Alors il est américain, il est domicilié à New York, et il est décédé le 15 décembre 2020. Il laisse donc des biens immobiliers aux États-Unis et un studio en France.
et son fils, Greg, et son fils unique, réside à Nice, et c'est son unique héritier. Alors, si on fait un petit schéma de la succession de notre ami Greg, eh bien, on a un bien immobilier situé aux États-Unis, taxable aux États-Unis puisque situé sur le territoire américain, et un petit studio à Paris, taxable en France puisque le bien est situé sur le territoire français, et que c'est un bien immobilier. On va afficher des valeurs, on va considérer que l'appartement aux États-Unis vaut 1 million d'euros, pour me permettre de faire les calculs plus simplement. Et puis, le studio parisien évalué à 100 000 euros. On arrive donc à un total d'1 100 000 euros. Jusque-là, je pense que vous suivez. Alors, comment fonctionne le fameux taux effectif? On pourrait se dire, ah ben, c'est parfait, le studio vaut 100 000 euros. En France, on peut transmettre par succession aux donations 100 000 euros sans payer aucune taxe à son enfant. Donc, a priori, il n'y a pas d'impôt. Ah non. La France va tenir compte de l'existence de l'appartement à Manhattan qui vaut donc, dans mon exemple, 1 million d'euros. La France se fait le raisonnement suivant, elle se dit, eh bien, si tous les actifs avaient été situés sur mon territoire, quelle taxe est-ce que j'aurais pu percevoir? Donc on fait un premier calcul qui est un calcul qui est une fiction. Et donc si les biens avaient été taxables par la France, si l'ensemble des biens avaient été taxables par la France, on serait arrivé à un montant de droit de succession de 252 678 euros, soit un taux moyen d'imposition de 23%. Et ce taux de 23%, eh bien, la France va l'appliquer au seul bien qu'elle peut taxer, c'est-à-dire le studio parisien, qui vaut donc 100 000 euros, et sur lequel l'unique héritier va devoir payer 23 000 euros au titre de l'application de ce taux effectif. Alors, un autre mécanisme est mis en place aussi par la Convention franco-américaine pour éviter la double imposition, c'est le mécanisme du crédit d'impôt. Alors, prenons le cas de Peter Sullivan, qui est américain, qui est domicilié à Paris. Il est décédé le 1er octobre 2020 et il laisse essentiellement des avoirs bancaires en France et aux États-Unis. Donc, lui, il coche tous les critères, c'est-à-dire qu'il a des avoirs bancaires dans les deux pays, mais côté américain, il est donc américain et domicilié aux États-Unis, donc clairement, ses avoirs bancaires sont taxables aux États-Unis. Et en France, le critère français, c'est le domicile fiscal, il est domicilié en France, donc les avoirs sont également taxables en France, les avoirs qu'ils soient situés en France ou aux États-Unis. Donc on a vraiment un risque de double imposition. Donc, comment on y remédie? Eh bien, il y a un système de formulaire qui existe, et donc on peut demander à obtenir un crédit d'impôt pour faire valoir dans le pays concerné la taxe qui a été payée, soit en France, soit aux États-Unis, pour éviter de payer une double imposition sur les actifs concernés. Donc en France, c'est le formulaire 2740 SD, dont vous voyez une image à l'écran. Et puis côté IRS, c'est le formulaire 706 CE qui vous permettra d'obtenir donc le crédit d'impôt pour l'impôt acquitté en France au titre du même actif. Je voulais aussi attirer votre attention sur les contrats d'assurance vie, parce qu'il y a un petit piège pour les contrats souscrits par des personnes qui ont moins de 70 ans, des contrats relativement récents. En fait, ces contrats-là ne sont pas soumis au droit de succession, ils sont soumis à une taxe en France, qui est une taxe de prélèvement qui est prévue à l'article 990I du Code général des impôts. Et comme ce ne sont pas des droits de succession, eh bien la convention fiscale franco-américaine, dont le but est d'éviter la double imposition, eh bien ne fonctionne pas, puisqu'elle ne vise pas ce type d'impôt. Donc c'est une situation qui peut être assez redoutable pour un bénéficiaire de contrat d'assurance vie qui serait résident américain, alors que le souscripteur du contrat est par hypothèse quelqu'un qui réside en France, un parent. Côté américain, en fait, le bénéfice de ce contrat d'assurance vie sera considéré comme un revenu et donc taxable à l'impôt sur le revenu, alors qu'il pourrait être exonéré côté français si on ne dépasse pas un seuil de 152 500 euros. Et donc au-delà de ce seuil en France, il y a une taxe, mais si le montant est inférieur, donc il n'y a pas d'imposition en France, mais néanmoins il pourrait y avoir une imposition aux États-Unis, puisque l'analyse que fera les services fiscaux de ce contrat d'assurance eh bien, engendrera une imposition côté américain. Donc voilà, c'est une situation qu'il faut avoir en tête, qui n'est pas très favorable dans un contexte franco-américain. François,
Je me Oui, permets juste, l'assurance vie dont tu parlais, c'est bien une assurance vie française, hein. Tu ne parles pas oui, c'est un d'assurance vie contrat. américaine. Exactement, c'est un contrat souscrit en France auprès d'un assureur français. Ouais. A priori, le souscripteur est résident en France, c'est plutôt ce cas-là auquel je pense, avec un bénéficiaire qui serait des enfants résidents américains. Ouais, voilà, il y a peut-être des arbitrages à faire parce que si les capitaux sont assez importants, c'est pas une situation favorable du tout pour le bénéficiaire. Dernier cas, le cas de Patricia Allard, qui est franco-américaine, qui est domiciliée donc à New York. Euh, et elle souhaite donner son appartement de Soho à ses deux enfants qui résident à Paris. Donc, par hypothèse, l'appartement vaut 1 million de dollars, donc 500 000 dollars à chacun de ses enfants. Le bien immobilier est situé donc aux États-Unis. Vous avez compris qu'il n'est pas taxable en France. L'opération n'est taxable qu'aux États-Unis. Compte tenu des montants, il n'y aurait pas d'impôt dans l'État de New York pour cette donation. Et puis, plusieurs années plus tard, elle décide de quitter les États-Unis, de revenir en France pour se rapprocher de ses enfants. Et puis, elle décède quelques années plus tard, sauf qu'il s'est passé moins de 15 ans entre la donation de son appartement de Soho et son décès après son retour à Paris. Alors, dans ce cas-là, quand on règle sa succession en France, elle est donc résidente française, eh bien, la France va tenir compte des donations antérieures pour calculer la fiscalité de sa succession, même si la donation a eu lieu dans un autre pays que la France. C'est prévu à l'article 784 du Code général des impôts français, qui prévoit expressément que les donations de biens situés hors de France doivent être pris en compte pour le calcul de la succession de Patricia. Patricia, si elle ne laisse que 100 000 euros de liquidité au moment de sa succession, on pourrait penser intuitivement qu'il n'y a pas de taxe, puisque je vous ai expliqué qu'on pouvait en France transmettre 100 000 euros à chaque enfant sans aucune imposition. Eh bien, dans son cas, il y aura une imposition, puisqu'on va tenir compte de la donation qui a moins de 15 ans, bien qu'elle concerne un bien étranger, de façon à la réintégrer en fait à l'assiette, comme si cette donation avait porté sur un bien français en réalité, pour arriver en réalité à une imposition pour chaque enfant de 8 000 euros, et non pas de zéro comme on aurait pu l'imaginer. Voilà, je vais céder la parole à mon ami Richard qui va lui vous faire une présentation des successions mais côté américain. Et puis Richard aura l'occasion de vous le dire tout à l'heure, mais on répondra très volontiers à vos questions. Alors on en a souvent beaucoup, on va pas forcément vous répondre dans la journée, dans les 3 jours qui viennent, mais en tout cas on répond toujours à tout le monde, mais parfois avec un petit délai. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, François. Richard, je vais te donner quelques secondes pour que tu puisses partager ton écran. Et puis, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je les vois toutes et puis on va essayer d'y répondre au maximum à la fin de la présentation. Et tu peux... Voilà, tu vois mon écran? Ouais, et on est en full screen. Magnifique, on est parti. Voilà, merci beaucoup à tous. Je suis très heureux de compléter cette présentation, comme toujours, très professionnelle de la part de mon ami François Burneau. Je vais parler aujourd'hui de la partie américaine, qui bien évidemment est très différente de la partie française. Alors, donc me voici, je suis, comme l'a dit Romain, associé du cabinet et fondateur Ortoli Rosenstadt LLP à New York. Voilà, les principes fondamentaux. Qu'est-ce qu'une succession américaine? C'est la succession d'un défunt citoyen des États-Unis, quel que soit son domicile fiscal, même s'il a une autre nationalité, ou la succession d'un défunt non citoyen des États-Unis, mais fiscalement domicilié aux États-Unis, ou troisièmement, la partie de la succession d'un défunt non citoyen des États-Unis et non fiscalement domicilié aux États-Unis, partie représentée par certains types d'avoirs aux États-Unis. Donc, qui est taxé? Bonne question. Alors, au contraire de la France, qui taxe les héritiers ou les légataires, dépendant du lien de parenté, aux États-Unis, c'est la succession américaine qui est taxée, non pas les héritiers ou légataires. Le taux des droits de succession, ce qu'on appelle les estate taxes, ne tient pas compte du lien de parenté avec les héritiers et ou légataires, et uniquement
fonction du montant de la succession après déduction de l'abattement, ce qu'on appelle l'exemption amount. Comme je vous le dirai tout à l'heure, l'exemption amount est très généreux aux États-Unis. Il est actuellement de 12 920 000 $ par personne dans un couple. Donc, un très beau montant par rapport à la France où l'abattement, je parle sous le contrôle de François Burneau, est de 100 000 euros en ligne directe. Qu'est-ce qui empêche la double taxation de succession entre la France et les États-Unis? Comme l'a démontré François Burneau, il y a une convention sur les droits de succession et donations entre la France et les États-Unis, donc du 24 novembre 1978, modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004. Cette convention établit un mécanisme pour éviter la double imposition des successions. N'oubliez pas aussi, comme l'a démontré François, qu'il y a une convention sur la fiscalité, sur les impôts entre la France et les États-Unis, ce qui n'a rien à voir en ce qui concerne l'imposition, la taxation des successions, mais qui est importante quand même. Alors, quel est le montant de l'exonération des droits de succession aux États-Unis? Alors, comme j'ai dit, la bonne nouvelle est que pas toutes les successions sont taxées aux États-Unis, seulement celles dont la valeur de la base successorale dépasse le montant de l'exclusion amount. Donc, c'est l'exonération des droits de succession fédéraux. Je parlerai un peu plus tard des droits de succession dans certains États, dont l'État de New York, qui rajoute malheureusement une couche supplémentaire. Il y a, pour commencer, comme en France, une exonération totale entre époux si tous les deux sont citoyens des États-Unis. Si par contre l'époux survivant n'est pas citoyen des États-Unis, l'exonération est plafonnée au montant de l'exclusion amount, donc de 12 920 000 cette année. Dans ce cas-là, il faut prévoir d'autres options si le montant de votre succession dépasse ce montant. Et par exemple, comme l'établissement de ce qu'on appelle un QDOT Trust, Qualified Domestic Trust, un mécanisme qui permet de pouvoir profiter de l'exonération intégrale des droits tant qu'il n'y a pas de distribution du trust, sauf pour ce qu'on appelle necessities. Ça, c'est une question assez compliquée. Le montant de l'exonération donc est de 12 920 000 par personne, ce qui signifie 20 840 000 $ pour un couple marié, ce qui est quand même un beau chiffre. Alors, ça c'est pour 2023. Pour les années suivantes, l'exclusion amount sera majorée du taux d'inflation, mais n'oubliez pas que la législation en vigueur, qui est la Tax Cuts and Jobs Act de 2017, prévoit qu'en 2025, l'exonération reviendra à 5 millions de $, majorée du taux d'inflation. Nous verrons à ce moment-là la volonté du législateur, donc du Congrès, d'ajuster ou pas le montant de l'exonération. En tout cas, donc, ce sera 5 millions de plus, sans doute autour de 6 millions, peut-être un peu plus, ce qui est quand même beaucoup plus généreux que la France. Notez que pour les citoyens résidents non américains d'un pays qui n'a pas de convention sur les successions avec les États-Unis, l'exclusion amount ne s'applique pas. Il y a une exemption dont le montant est seulement de 60 000 $, ce qui équivaut à une économie de seulement 13 000 $ en termes de droits de succession. Enfin, en principe, ceux qui regardent cette émission, ce webinaire, ne sont pas concernés par cela parce que vous êtes sans doute citoyen français ou américain. Mais néanmoins, tenez-en compte. Les taux de droits de succession, quel que soit le montant de l'exemption amount, toute somme en plus sera taxable à des taux qui vont de 18% jusqu'à 40% au-dessus d'1 million de $. Les facteurs qui définissent le traitement fiscal d'une succession américaine. Tout d'abord, je prends le cas du défunt qui est citoyen des États-Unis, même avec une autre nationalité, ou non citoyen des États-Unis, mais fiscalement domicilié aux États-Unis et a tout son patrimoine aux États-Unis. Pour le défunt citoyen des États-Unis, l'intégralité de la succession mondiale est taxée aux États-Unis. Donc, vous rentrez en France, vous êtes quand même taxé aux États-Unis, mais bien évidemment, la Convention empêchera la double taxation. Pour le défunt non citoyen des États-Unis, l'article 4 de la Convention entre la France et les États-Unis prévoit que la question de s'il était fiscalement domicilié aux États-Unis est déterminée conformément à la législation de cet État. S'il est fiscalement résident aux États-Unis, l'intégralité de la succession mondiale est taxée aux États-Unis. Alors, donc, le défunt est autre cas, le citoyen avec une autre nationalité.
La détermination du domicile aux fins des droits de succession et donation américains est différente de celle de la résidence fiscale aux États-Unis. Il y a un nombre de facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc, on peut très bien être fiscalement domicilié aux États-Unis, ou résident fiscalement aux États-Unis. Les deux facteurs sont interchangeables, les deux descriptions, mais la détermination du domicile est quelque chose qui est plus approfondi. Donc, notez qu'une personne est considérée comme étant domiciliée aux États-Unis aux fins des droits de succession et de donation si elle vit aux États-Unis et n'a pas l'intention actuelle de partir en application du test des faits de ces circonstances. Donc, il est très important, ce qui est très important, c'est l'intention actuelle de rester ou de partir. Pour déterminer si un défunt était domicilié aux États-Unis, les facteurs suivants sont pris en compte. Les déclarations d'intention, demande de visa, déclaration fiscale, testament, durée de résidence aux États-Unis, statut de carte verte, style de vie aux États-Unis à l'étranger, les liens avec l'ancien pays, le pays de citoyenneté, la localisation des intérêts commerciaux, les localisations des affiliations aux clubs, aux églises, l'inscription électorale et le permis de conduire. Ensuite, le défunt est citoyen des États-Unis, mais fiscalement domicilié en France. L'intégralité de la succession est toujours taxée aux États-Unis, mais si la succession a déjà été taxée en France, intégralement ou en partie, en application de la Convention entre la France et les États-Unis, le montant des droits de succession payés en France servira de crédit aux États-Unis pour éviter la double imposition. Troisième cas, le défunt est non citoyen des États-Unis, fiscalement domicilié en France, mais a des avoirs aux États-Unis. Les avoirs, ce qu'on appelle US Situs Property, sont taxés aux États-Unis. Ces avoirs sont ceux qui sont situés aux États-Unis, et notez bien, au contraire de la France, il y en a certains qui sont taxés aux États-Unis, mais pas en France. Ceci inclut les biens immobiliers, comme en France, les biens meubles corporels, tangible personal property, situés aux États-Unis, y compris les espèces, les bons de trésor, les voitures, les meubles, les bijoux, les œuvres d'art, etc. Les actions émises par une société américaine. Ça, c'est important parce que le contraire n'est pas le cas en France. Sous réserve de certaines exceptions, tout type de créance dont le débiteur principal est une personne américaine ou les États-Unis, un État ou une subdivision politique des États-Unis ou le District of Columbia ou toute autre agence ou instrument d'un tel gouvernement. Les avoirs US Situs Property sont taxés aux États-Unis et pour ces avoirs, l'article 12.3 de la Convention élimine l'exemption générale de 60 000 $, elle la remplace par une formule qui tient compte du montant de la succession aux États-Unis par rapport à la succession dans le monde entier. Donc, comme l'a expliqué François, par exemple, si le montant des avoirs aux États-Unis est de 10% de la totalité de la succession américaine, mondiale, du défunt, la succession a droit à une exonération qui correspond à 10% de l'exemption amount. Dépendant du montant global de la succession, l'application de cette formule peut réduire ou même éliminer le montant des droits de succession payables aux États-Unis sur la succession. Notez bien que les citoyens et ou résidents non américains d'un pays qui n'a pas de convention sur les successions avec les États-Unis, de nouveau, le montant de l'abattement exemption est seulement de 60 000 $. Droit de succession des États. J'y ai fait allusion tout à l'heure, les state estate taxes. Plusieurs États imposent aussi leurs propres estate ou inheritance taxes en plus de l'estate tax fédérale. L'exonération n'est pas toujours la même que l'exonération fédérale. Par exemple, dans l'État de New York, l'exonération est de 6 580 000 $ pour 2023. Et si le montant de la masse successorale dépasse le montant de l'exonération, la succession entière est taxée avec un taux qui va de 5% à 16% au-dessus de 10 100 000. Par contre, la taxe payée déductible de l'estate tax fédérale, s'il y en a une à payer, j'ajoute une petite précision, c'est que vous avez une marge de 5% au-dessus de l'exonération. Donc, vous prenez 5% du montant qui dépasse 6 580 000 $, vous êtes taxé uniquement là-dessus. Mais lorsque la masse successorale dépasse 105 000 $, 105% de l'exonération, l'ensemble de la succession est taxé, c'est ce qu'on appelle the cliff, la falaise. Donc, vous tombez de la falaise quand vous dépassez le montant. Donc, pour parler un petit peu des donations, puisqu'il y a une différence entre donation et droit de succession, les principes fondamentaux, qui est taxé? Aux États-Unis, c'est le donateur qui est citoyen des États-Unis ou résident fiscal des États-Unis qui est taxé. Quel est le montant de l'exonération des droits de succession?
Ça devrait être les droits de donation. Le montant de l'exclusion amount pour les donations est le même que pour les droits de succession. Le montant de toute donation faite du vivant du donateur est déduit de l'exclusion amount disponible pour la succession. Donc, jusqu'à 17 000 $ par donateur, donc 34 000 pour un couple par an pour 2023, est non taxable. Et toute donation faite au-delà de 17 000 par an par personne, par donateur, est déduite du montant de l'exclusion amount de 12 920 000. Donc, si par exemple, dans une année, vous donnez 117 000 $ à quelqu'un, sauf votre épouse, c'est une autre question, 100 000 seront déduits des 12 920 000. Il vous restera donc que 12 820 000 à votre décès si vous décédez cette année en 2023. Il y a, comme j'ai dit, une exonération intégrale entre époux pour les donations entre époux, sauf si l'époux donataire n'est pas de nationalité américaine, auquel cas l'exonération est de seulement 175 000 $ par an. Tout montant au-delà de ce montant est déduit de l'exclusion amount. Les taux des droits de donation. Quel que soit le montant de l'exemption amount, comme pour les droits de succession, toute donation en plus de ce montant sera taxable à des taux qui vont de 18% jusqu'à 40% au-dessus d'1 million de $. Donc, vous prenez un cas, le donateur est non citoyen des États-Unis et fiscalement domicilié en France, mais a des actifs aux États-Unis. Sont taxables aux États-Unis les donations des biens suivants situés aux États-Unis. Biens immobiliers, real estate, biens meubles corporels, tangible personal property, et contrairement aux règles de l'impôt sur les successions, l'argent liquide situé aux États-Unis est considéré comme un bien meuble corporel situé aux États-Unis. Les biens immatériels, intangible property, tels les actions et les obligations de sociétés américaines, ne sont pas soumis aux droits de donation aux États-Unis. Mais par contre sont soumis aux droits de succession. Alors, cherchez la logique, je ne sais pas. Les non-résidents fiscaux non citoyens des États-Unis peuvent également donner jusqu'à 17 000 $ par an sans déclencher une taxe américaine sur les donations d'actifs situés aux États-Unis. Les non-résidents fiscaux non citoyens des États-Unis ne peuvent pas bénéficier de l'exemption amount des droits de donation et sont limités à 60 000 $ à vie. Obligation des donataires aux États-Unis de donation de l'étranger. Les donataires, ce sont ceux qui reçoivent des donations, ce ne sont pas les donateurs. Le donataire, citoyen américain ou non citoyen, mais résident aux États-Unis, récipiendaire de donations faites par des personnes physiques non citoyennes des États-Unis qui résident à l'étranger, dont le montant dans l'année dépasse 100 000 $ ou plus, bien évidemment, ou le donataire de donations faites par une entité à l'étranger, une société, etc., à l'étranger, de 16 388 ou plus, doit soumettre à l'IRS, lors du dépôt de sa déclaration d'impôt pour l'année en question, le formulaire IRS 320. Il n'y a pas de droit de donation à payer, mais la pénalité en cas de non-dépôt peut être d'un maximum de 25% du montant de la donation. Donc, dans l'année où vous recevez la donation, faites déposer ce formulaire 320, IRS 320, avec votre déclaration d'impôt. Si le montant intégral de ce que vous avez reçu dans l'année au titre des donations ou des héritages dépasse 100 000 $. Et voilà, écoutez, merci beaucoup. J'ai partagé avec vous mes quelques connaissances en la matière qui sont quand même assez copieuses. Maintenant, posez-nous vos questions. Merci Richard. Alors, je vois beaucoup de questions sur le replay, sur les slides. Tout ça, ça sera dans un email automatique qui va vous arriver sous 24 heures. Donc, faites bien attention, ce sera un email qui vient de Zoom. Et il y aura donc l'accès vers l'article qui débriefe de tout ça, les slides, le replay, il y aura tout dedans. Alors, on a beaucoup de monde qui est présent sur ce webinaire, donc on a pas mal de questions. On va les prendre dans l'ordre. On avait Ralph qui nous posait une question de traduction. Alors, est-ce que on sait la traduction de nue propriété et usufruitier en anglais? C'est probablement life estate and remainder interest. Donc, la nue propriété, c'est le remainder interest, usufruitier, c'est life estate. Merci. On a un auditeur anonyme qui nous demande comment se passerait une succession de sociétés dans le cas où la société se trouve en France.
dont mon beau-père est majoritaire à 65% et qui a 2 enfants. L'un est résident et dual citizen France-États-Unis, qui est donc le mari de la personne qui pose la question, qui travaille pour la société de son père et seule personne capable de reprendre la société. Et l'autre est en France et non intéressé par la société. Il a également une 3e épouse, épousée bien après son beau-père et à qui tous ses biens et sa société. D'accord. Bon, c'est assez complexe, je pense. Est-ce que tu la vois, la question, François? Non, mais ce qu'on peut déjà lui dire, c'est que le fait qu'il y a un... Bon, là, ce que je comprends, c'est que la personne décédée est un résident français avec une société en France. Le fait qu'un héritier soit résident aux États-Unis, ça va pas présenter beaucoup de particularités. Ouais, je suis d'accord avec lui. On a un auditeur anonyme qui nous demande bonjour, qu'en est-il des donations de succession aux neveux et nièces en absence d'héritier direct? Alors j'ai vu cette question, je confirme ce que j'ai dit. C'est une opération qui n'est pas imposable en France, elle est imposable uniquement aux États-Unis et peu importe à qui elle serait consentie, même si un résident américain fait une donation à un neveu ou même à un non-parent résident en France, il n'y a pas de taxe exigible en France. Parfait. On a Bernadette qui nous demande bonjour, est-ce que tous les États permettent de préparer un testament qui régit la succession comprenant des biens en France, en particulier le Maryland et la Virginie? Alors, je réponds à cette question. Donc, le testament américain peut comprendre, quel que soit l'État, entre parenthèses, peut comprendre l'ensemble des biens dans le monde. Cependant, il vaut mieux faire un testament pour les biens en France parce que il y a toujours un délai pour faire homologuer le testament étranger en France et pour éviter ce délai et les opinions juridiques qu'il faut, etc., il vaut mieux avoir un testament français pour les biens situés en France et c'est là qu'interviendrait Maître Burneau. Parfait. Mathilde nous demande, est-ce qu'il y a de grandes différences dans les règles de succession selon les États américains de résidence? Est-ce que la carte verte a une influence quelconque? Alors, donc la réponse est oui. En fait, chaque État définit ses règles plutôt de domicile, je dirais, parce que c'est le domicile qui compte. On peut être résident sans être domicilié. Ça paraît un peu pas très clair, mais une différence. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure dans ma présentation, c'est une question qui dépend de l'intention de la personne. Est-ce que la carte verte a une influence quelconque? Oui, c'est un des facteurs, mais pas tous les facteurs. Parfait, merci. On a un auditeur anonyme qui nous demande si un bien immobilier est dans un pays tiers hors USA ou France, pour un Américain résidant aux US ou ayant choisi la loi américaine dans son testament, ce bien sera-t-il taxé aux États-Unis? La réponse est oui, dans le sens que l'ensemble de la succession d'un citoyen américain est taxable aux États-Unis, mais en application d'une convention, si c'est en France par exemple, on évite la double taxation, à moins que la taxation à l'étranger soit moins élevée que la taxation aux États-Unis. Et là, avec la France, on tomberait dans le mécanisme du crédit d'impôt. Oui, C'est-à-dire que s'il y a une taxe qui est... Parce qu'en général, la taxe est plus élevée en France, donc on ferait valoir la taxe acquittée en France sur la taxe qui pourrait être demandée aux États-Unis pour le même bien, de façon à réduire d'autant l'imposition exigible aux États-Unis, et pas la payer 2 fois. Si j'ai bien lu la question, je pense que le bien est ni en France ni aux États-Unis. Donc à ce moment-là, Alors, il y aurait en fait, peut-être une autre convention. c'est ça, il faut regarder dans quel pays serait situé le bien pour voir s'il existe une convention fiscale en matière de succession pour éviter la double imposition avec le pays concerné. voilà. Donc, et il n'y a pas tant que ça, je crois qu'il y a 17 conventions sur les successions et donations entre les États-Unis et d'autres pays, alors qu'au contraire, la France en a beaucoup plus, 34. Nous en avons 37. Ouais. Je crois que nous sommes les champions du monde en matière de convention fiscale. Au moins un domaine dans lequel la France a un certain talent. Ouais. On a un auditeur anonyme qui nous dit « J'ai la double nationalité, je vis aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Mes parents, tous les deux français, habitent en France et me font une donation de 200 000 € non taxable lors de la vente de leur maison. Je compte réinvestir cette somme en France. Dois-je déclarer cette somme
dois-je déclarer cette somme et donc payer un impôt aux États-Unis? Alors donc la réponse, comme j'ai dit dans ma présentation, est que non. Pardon, vous devez déclarer, oui, mais vous ne serez pas taxé aux États-Unis. Vous serez alors donc vos parents peut-être en France, mais en tout cas aux États-Unis, il n'y a pas de taxe à payer, mais vous devez remplir le formulaire 3520 pour l'année où vous avez reçu la donation. Joachim nous demande, peut-on soumettre les biens situés sur le territoire américain à un testament américain et les biens situés en France à un testament français dans le respect de la réserve héréditaire, évidemment? Alors je réponds en partie oui, mais François répondra oui pour le testament aux États-Unis. Pour la partie française, la réserve héréditaire, François? Alors, c'est vrai qu'on arrive souvent à conseiller deux testaments, non pas qu'on pourrait pas régir l'ensemble de la succession avec un seul testament, mais en fait pour des problèmes pratiques, comme l'a évoqué Richard tout à l'heure, le fait de devoir obtenir un probate aux États-Unis, c'est parfois en fait plus simple d'avoir un testament dans chaque pays, dans son environnement, qui sera plus facile en fait à exécuter. Après, pour la question de la réserve, bah, tout dépend en réalité de la loi applicable, ce que j'évoquais au début de ma présentation. Si on est sur une succession pour laquelle la loi applicable serait la loi française, bah oui, on va avoir la contrainte de la réserve héréditaire. Si la loi applicable est une autre loi, celle d'un pays qui ne connaît pas la réserve, bah, on n'aura pas la contrainte de la réserve héréditaire. Mhm. Je pense qu'il y a quelques questions qui vont se répéter, mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, Alors, je vais quand même les oui. reposer. Et pour compléter ma réponse, sauf le texte qui est tout nouveau, là, qui prévoit le prélèvement compensatoire, donc si un héritier réside dans l'Union européenne ou a la nationalité d'un des pays de l'Union, à ce moment-là, même s'il y a une loi étrangère qui ne prévoit pas la réserve, s'il y a des biens en France, la réserve s'applique. Donc cette loi ne s'applique qu'aux résidents de l'Union européenne. Oui, alors le critère, c'est que l'héritier doit être soit résident d'un des pays de l'Union, soit avoir la nationalité d'un des pays de l'Union. D'accord. Donc, par exemple, un Français qui vit aux États-Unis serait sujet à cette loi, la succession d'un Français aux États-Unis. Exactement. Enfin, il faut qu'il soit héritier, mais oui, oui. Hmm. Si un Américain laisse parmi ses héritiers un enfant qui est franco-américain qui réside à New York, le taxe est applicable. Ouais. Parce que l'héritier est français. Sur les biens immobiliers en France ou sur les biens... Et voilà, il faut aussi des actifs en France pour pouvoir prélever ses droits. Et l'ensemble des actifs ou simplement les biens Non, non, immeubles? non, 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 que les biens situés en France. Oula, oula, pas bon ça. Bon. Oui, Romain. Alors, on a Xavier qui avait une question qui nous dit « Mes parents sont français vivant en France, je vis aux US avec la double nationalité. Comment sont taxées les donations et héritages dans ce sens-là? La France, les Alors, USA ou les deux? » c'est ce qu'on vient de dire. En fait, bon, la succession est taxée en France et ce que vous allez recevoir n'est pas taxable aux États-Unis. Sauf l'obligation déclarative. Au-delà de Voilà. 100 000 Oui, $. il y a une obligation déclarative, mais il n'y a pas de taxe. Oui, mais pas de taxe. Ouais. Ouais. Alain qui nous pose une question. Conseillez-vous de racheter ces assurances vie françaises lorsqu'on est résident aux États-Unis avec héritier aux États-Unis? Alors, Pardon, j'allais dire non, mais toi, tu pourras me le dire également. en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir de réponse trop systématique. Et il faut un peu regarder au cas par cas parce que du point de vue français, tout dépend des capitaux qui sont investis sur le support pour voir déjà si on est en zone de risque et puis pouvoir un peu le mesurer pour voir avant de faire un arbitrage un peu trop radical. J'ai pas de réponse standard en fait. Je dirais qu'il n'y a pas d'avantage spécifique aux États-Unis à avoir une assurance vie française. Hein. Ça, il n'y a pas d'avantage en tout cas. Pas nécessairement d'inconvénient. Il y a pas mal de questions qui se répètent, donc je vais peut-être en passer quelques-unes. Si vous envoyez certaines spécifiques sur lesquelles on n'a pas encore passé, je vois la question de Stéphane notamment. Monsieur Burneau a expliqué un résident américain qui fait une donation cash à des enfants en France. La donation n'est pas taxée en France. C'est pareil s'il s'agit de neveux ou de personnes sans lien de parenté. Oui, on a déjà eu la question. Oui, oui, c'est exactement Ouais. pareil.
Je vais peut-être redescendre un peu parce que je pense qu'on a beaucoup de questions en haut qui se recoupent. Tu veux que je réponde sommairement aux questions simples? On en a beaucoup qui tombent. Tiens, je vais prendre la question de Florence. Si le formulaire IRS 3520 n'a pas été rempli dans l'année où la donation de 100 000 $ a été effectuée, est-il possible de faire cette déclaration ultérieurement? Si oui, jusqu'à quand? S'agit-il du même formulaire si la déclaration est faite 10 ans plus tard? Y a-t-il un délai de prescription? Alors, pour ce qui est du délai de prescription, je suis pas sûr, hein. Mais en tout cas, c'est le risque. Non, il n'y a pas d'autre formulaire pour faire la déclaration plus tard. C'est la déclaration qui doit être faite dans l'année où vous avez reçu la donation et vous êtes passible en principe d'une pénalité de 25%. Donc, consultez votre expert comptable. On a une question d'un auditeur anonyme. Si on a 2 testaments, comment fait-on pour les faire reconnaître chacun dans l'autre État? Dans Alors, l'autre, ouais. hein. Alors, j'imagine un testament en France, un testament aux États-Unis. Alors, ça, c'est une situation assez fréquente. Ce qui est très important, c'est que les 2 testaments doivent être faits en considération l'un de l'autre. Il faut éviter d'avoir recours à un professionnel dans chaque pays qui ne se concerterait pas et d'avoir des documents qui en fait ne se répondent pas suffisamment. Il ne faut pas hésiter à dire, par exemple, dans un testament en France, ce testament en France vient compléter mes dispositions prises aux États-Unis en la forme américaine, et ce testament n'a vocation qu'à s'appliquer à tel bien situé en France. Il vaut mieux prendre cette précaution parce qu'imaginez par exemple que dans un testament, vous commenciez par dire que vous révoquez tous les testaments antérieurs, vous pourriez sans le vouloir avoir révoqué le testament américain. Absolument. C'est ce que je fais d'habitude. Donc, un testament américain pour les biens aux États-Unis ou ailleurs, mais pour les biens en France, un testament en France qui est fait par un notaire en France. On a une question d'un auditeur anonyme. Est-ce qu'un living trust constitué aux États-Unis est reconnu en France? Alors, François, Alors, c'est toute la difficulté des. Alors, si je réponds strictement à la question, non, puisque l'institution du trust n'est pas connue en droit français alors n'est pas reconnue sur un plan civil, mais néanmoins est très bien connue du fisc, puisque la France en 2011 a établi des textes très précis pour taxer les trusts, mais qui en réalité vont poser des applications, enfin des problématiques d'exécution en France. On pourrait en parler très longtemps, mais en résumé, il faut éviter d'avoir des trusts américains dans lesquels se trouvent des biens en France. Donc plutôt réserver l'institution du trust pour des biens américains, mais ne pas intégrer des biens français au risque d'avoir des difficultés pratiques le jour où vous voudrez exécuter le trust en France. J'ai pas mal d'autres questions sur le trust. Quels sont les avantages d'un trust aux États-Unis? Peut-il inclure des biens en France? Je crois que tu viens d'en parler, mais... Je pense qu'il faut éviter les biens français. En revanche, aux États-Unis, oui, ça a un intérêt évident, mais je pense que Richard va pouvoir l'expliquer, éviter le probate notamment. pardon, quelle était la question? L'avantage du trust aux États-Unis. L'avantage du trust aux États-Unis, c'est pour éviter le probate, tout simplement. Le probate, c'est le passage obligatoire par le tribunal de succession, parce que les successions sont traitées aux États-Unis, en France par un notaire, mais aux États-Unis, dans chaque État, par un tribunal de succession. À New York, c'est le Surrogate Court, et dans d'autres, c'est le Probate Court, le Superior Court. On a Rodrigue qui nous demande pouvez-vous nous confirmer que même si nous ne sommes ni US resident, ni green card holder, mais résident fiscal aux États-Unis, nous bénéficions de l'exclusion amount lors d'une donation jusqu'à 12,9 millions de dollars pour nos biens aux États-Unis? La réponse est donc ils sont résidents fiscaux aux États-Unis? Oui, la réponse est oui. Mais pas citoyens ni sous carte verte. Non, mais ils sont là depuis longtemps, probablement avec un visa E ou quelque chose comme ça qui permet de rester à long terme. Oui, ils bénéficient de l'exclusion amount. 12 millions, c'est par an. Donc, si Alors, on est marié... par membre du couple, voilà, c'est 12 920 000 cette année, hein, je souligne. Mais effectivement, c'est l'intention qu'on a. Ça ne dépend pas nécessairement du visa qu'on a.
c'est l'intention qu'on a ou pas de rester aux États-Unis. Voilà. Janine nous demande, pour choisir son pays, est-ce qu'il faut faire un trust ou un testament? Voilà. Le testament serait plutôt la voie privilégiée. Ouais. Pour ce qui est de la France, absolument. Pour les États-Unis, c'est plutôt l'inverse. En même temps, le trust comprend des dispositions testamentaires en général, non? Le trust, ça dépend s'il est révocable, irrévocable, enfin c'est assez compliqué, mais c'est plus simple au niveau probate, ça c'est sûr. Et il n'y a aucune différence au niveau de la taxation de la succession. On a une bonne question de Lorraine. Quelles sont les obligations d'un bénéficiaire d'un trust aux États-Unis? Obligation. À quel point de vue? Aucune. L'obligation, c'est simplement de recevoir ce qui lui est distribué du trust. Mais deux obligations déclaratives, peut-être d'impôt, hein, ça dépend de ce qui est distribué. Si ce sont des revenus qui sont distribués, qui n'ont pas été déjà imposés, oui, le bénéficiaire doit les déclarer aux États-Unis. On a une question technique, je pense, pour François. La France est-elle susceptible de devoir rétracter l'article 913.3 du Code civil, conflit avec Bruxelles de 2015? Alors, je le souhaite ardemment, mais bon, j'en ai pas le pouvoir, mais j'ai confiance dans un recours qui serait porté devant la Cour de justice de l'Union européenne, mais je crains que ça prenne au moins 7 ou 8 ans avant que ce texte quitte le Code civil. Oui, à propos de cela, justement, c'est une question qui m'a préoccupé en tant qu'élu. On ne vous l'a pas dit, mais je suis un des élus des Français de l'étranger, membre de l'AFE, et c'est une question qui a été soulevée à plusieurs reprises et qui sera certainement revue par les sénateurs qui nous représentent et les membres de l'Assemblée, les députés. Alors, on a une question d'un auditeur anonyme. Un revocable trust qui concerne des biens uniquement situés en Union européenne ou peut-être aux États-Unis, pardon, situés aux États-Unis pour éviter le probate, est-il accepté en France? C'est la même question que tout à l'heure. S'il n'y a pas de biens en France, ça ne va pas être gênant. S'il y a des biens en France, encore une fois, c'est pas une réponse qui est systématique, c'est-à-dire qu'il faut encore entrer un peu dans l'analyse du cas, mais le principe, si on veut en définir un, c'est qu'il faut éviter d'avoir des biens français dans un trust. Il y a beaucoup de questions qui se répètent, mais je pense qu'il y a pas mal aussi de gens qui sont arrivés plus tard. Il y a une question sur... il nous reste encore... normalement, on finit à 13 h, mais on va rajouter encore 13 minutes pour répondre à une majorité de questions. Est-ce que les assurances-vie en fonds euros entraînent des obligations vis-à-vis du fisc aux États-Unis? Sans doute des obligations déclaratives aux États-Unis en termes de revenus des fonds, mais sans avoir vu l'instrument en question, je ne peux pas vous dire. Normalement, oui, s'il y a des revenus. On a une autre question d'un auditeur anonyme. Faut-il déclarer les parts de nue propriété aux États-Unis données si le montant est supérieur à 100 000 $, notamment dans une SCI ou uniquement au moment de la succession quand on récupère l'usufruit? Alors ouais, c'est une bonne question. Oui, je te laisse répondre. J'allais dire, si la valeur de l'usufruit dépasse 100 000 $, oui, absolument. Mais comment évaluer la valeur, je ne sais pas. Ça se fait en France. Ouais. En fait, il y a deux pratiques. Soit on déclare la totalité au moment de la succession, donc quand l'usufruitier est décédé, ou alors on déclare effectivement la valeur de la nue propriété reçue par donation au moment de la donation. Les deux voies sont possibles. Alors, on a Jean-Charles qui nous demande, pouvez-vous nous confirmer que mon fils franco-américain résidant en France ne sera pas soumis en France à la taxation de ma succession si j'ai choisi la loi américaine? Alors, il réside où? Il réside aux États-Unis? Il réside en France.
Bah non, alors là, il fait une confusion, mais dont je ne lui en veux pas parce que tout le monde l'a fait. S'il fait un choix de loi, ce choix de loi n'est que pour la loi civile, ça n'est pas pour la loi fiscale. Donc, il est résident français, il est donc dans le critère de la convention fiscale qui fait que, étant résident français, sa succession sera taxable en France, sauf pour les biens immobiliers qui seraient situés aux États-Unis. Donc, le fait que son fils soit résident aux États-Unis, ça ne va rien changer, il sera taxable, il devra des droits de succession en France. Mais François, étant donné, par exemple, mettons que sa succession soit de moins de 12 920 000 cette année, et dont une partie est composée d'immeubles aux États-Unis, les immeubles aux États-Unis ne vont pas être taxés du fait que c'est en dessous de l'exclusion amount, mais vont être taxés en France quand même. Enfin, en fait, on va les prendre en compte pour le calcul du taux effectif. Ouais. Mhm. Le monsieur est résident français, hein. Ouais. Le monsieur Jean-Charles, on ne sait pas où est Jean-Charles, mais on sait que son fils est en France. Mm. S'il est résident. Jean-Charles nous dit qu'il est résident aux États-Unis et son fils Ah, en d'accord. France. Bah donc là, en tant qu'héritier français, résident, non, voilà. Il faudrait voir comment la succession est composée, mais les seules taxes qui pourraient être dues en France, c'est les taxes sur les biens immobiliers situés en France. Ouais. On a une question de Paul. Un Français résident en France dispose d'un portefeuille titre aux États-Unis. Ses enfants sont résidents aux États-Unis. Qui taxe ces titres à la succession? Les deux pays, avec un crédit d'impôt reconnu par la Convention. On a Alors, donc ça, malheureusement, c'est les titres d'une société détenus en nom propre, hein, ce qui est toujours à éviter, sont taxés aux États-Unis. C'est ce que je dis aux clients qui me consultent. Ne détenez pas de titres aux États-Unis en nom propre si vous êtes non résident des États-Unis. En plus, ça rentre dans la succession, hein. C'est très compliqué. Alors, on a un auditeur anonyme qui nous dit « Merci, j'ai beaucoup appris grâce à vos deux experts. » Ça fait toujours plaisir. Merci pour le message. On a encore quelques minutes. Je rappelle une fois de plus que tout ça est enregistré, donc oui, vous allez recevoir le lien. Paul nous demande une explication sur qu'entendez-vous par nom propre, Richard? Pardon? Qu'entends-tu par nom propre? Nom propre, c'est donc en nom personnel, c'est tout. Donc j'ai un portefeuille de titres au nom de Richard Ortoli aux États-Unis, j'habite en France. Malheureusement, ça rentrera dans la succession américaine, sera taxé aux États-Unis. Versus une société. Versus une société, oui. Si on détient, par exemple, ce que font les clients qui m'ont consulté ou qui ont consulté d'autres qui s'y connaissent, ils mettent ça au nom d'une société. Oui, qui peut être une société française, entre parenthèses. C'est vrai que les parts de la société vont rentrer dans la succession française, mais ne seront pas taxés aux États-Unis avec tout le tracas qu'on peut imaginer. C'est très compliqué d'avoir une succession américaine qui est partielle. Par exemple, quelqu'un qui a ce portefeuille aux États-Unis en nom propre. Parfait. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pu prendre parce qu'il y en a trop et qu'on n'a pas donné déjà la réponse, n'hésitez pas à la recopier-coller, à la mettre pour que je puisse la voir tout de suite. Patricia nous dit « Un donateur à New York avec 4 enfants aura-t-il 4 fois les abattements fédéraux ?» Il n'y a pas d'abattement fédéral, non. Il y a un abattement fédéral. Ça veut dire que c'est pas par enfant. Ne faites pas de la confusion entre la France et les États-Unis. Encore une fois, c'est la succession qui est taxée aux États-Unis et l'exemption amount, l'abattement, si on peut dire, est applicable uniquement à la succession. Donc, il y a un abattement par succession. On a une question encore sur l'assurance vie, mais je vois qu'elle n'arrête pas de revenir, donc peut-être qu'on peut la refaire une fois. Ayant la double nationalité et résident fiscal aux US, je suis bénéficiaire d'une assurance vie ouverte et maintenue par mon père en France. Que se passe-t-il lors de son décès?
Bon, alors en fait, l'assurance vie, il y a plusieurs régimes fiscaux applicables. Mais si on est dans le cas que je décrivais tout à l'heure, eh bien, le fisc américain considère le bénéfice de cette assurance comme un revenu taxable à l'impôt sur le revenu. Donc, ça peut être extrêmement défavorable. Tiens, Romain, je vois une question quelqu'un d'anonyme. Si versement d'un dividende, quelle déclaration et quelle taxation? Les dividendes sont taxables aux États-Unis, mais on parle là pas de droit de succession, mais de droit d'impôt sur le revenu. Par contre, on parle je présume, d'un résident étranger qui a des actions aux États-Unis, qui verse des dividendes. Sinon, aux États-Unis, c'est très simple, les dividendes sont bien évidemment imposés aux États-Unis. Donc, celui qui reçoit des États-Unis, qui réside à l'étranger, un dividende doit payer l'impôt aux États-Unis. Mais aussi curieusement que ça puisse paraître, pas sur les plus-values. Si vous vendez un titre aux États-Unis que vous détenez en nom propre, à ce moment-là, vous ne payez pas de droit d'impôt aux États-Unis sur les plus-values. Parfait. Il y a tellement de questions que je ne vois même pas où elle était, mais on a étant citoyen aux US, un auditeur anonyme, une donation au dernier vivant faite en France est-elle applicable aux États-Unis? Ça va poser plein de problèmes d'exécution parce que le concept de donation entre époux, c'est un concept qui est connu en France, en Belgique, qui va être très compliqué à faire comprendre à un juge texan si c'est un juge qui est saisi de la succession. Donc je conseille vivement à cette personne de révoquer la donation entre époux et de basculer sur un testament qui sera beaucoup plus facile à exécuter. On a une question d'un auditeur anonyme. Monsieur Burno a expliqué à un résident fiscal américain qui fait une donation cash à des enfants en France. La donation n'est pas taxée en France. C'est pareil s'il s'agit du neveu ou de la personne sans lien de parenté. Je crois que tu avais répondu, mais la personne n'avait pas Oui, c'est la même entendu chose. la réponse. C'est la même chose. L'opération n'est pas imposable en France, elle est imposable uniquement aux États-Unis et le lien de parenté n'a aucun impact, donc il n'y a pas de taxe. Alors, on a une question d'un auditeur anonyme. Les États-Unis, c'est mieux que la France en termes de taxes. Il semble, par la présentation, que les taxes sur les successions et donations sont moins chères qu'en France, ce qui est contraire au cliché que tout le monde a, si j'ai bien compris. Française résidant à New York avec carte verte. Autre question, y a-t-il une différence carte verte ou nationalité américaine pour les taxes en étant résident américain? Je pense qu'on y a déjà répondu, mais est-ce que tu veux redire? Oui, comme je disais, si vous n'avez que la carte verte et vous êtes dans un couple franco-américain, par exemple, la succession ne pourra bénéficier que de l'exemption amount, c'est-à-dire donc si vous avez plus de 12 920 000 $, le montant qui dépasse les 12 920 000 $ sera taxé, alors qu'entre époux, par exemple, américains, tous les deux, il y a une franchise totale. On a Patricia qui nous demande comment révoquer la donation entre époux. Voilà. Alors ça, c'est assez simple parce qu'à l'occasion du testament qu'elle ne va pas manquer de faire, elle peut tout simplement, en commençant le testament, dire qu'elle révoque la donation qui a été faite à telle date. Et du coup, elle ouvre une page blanche et elle peut prendre exactement les mêmes dispositions, mais dans le cadre d'un testament, qui sera du coup beaucoup plus facile à exécuter, qui sera un document reconnu, notamment par l'État du Texas où elle réside. Il y a une question là similaire. Est-ce qu'une donation entre époux signée devant notaire en France est valable aux États-Unis, particulièrement au Texas? Je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas les lois du Texas, mais normalement, pour ce qu'on appelle le testamentary instrument, pour qu'un document ait valeur de testament, et il faut que ce document soit signé devant un certain nombre de témoins. Et dans la plupart des États, ce sont 2 témoins. Donc, je doute qu'une donation entre époux soit valable au Texas, mais de toute façon, une donation entre époux n'a pas besoin de formalité. Et encore une fois, ça dépasse mes connaissances de votre dossier parce que je ne sais pas si vous êtes de nationalité française, américaine, etc. C'est très compliqué. La réponse est probablement peut-être, ce qui est une bonne réponse d'avocat. On a Anne qui nous demande voudriez-vous préciser
de nouveau, comment la résidence principale est déterminée quand on a la double nationalité France-US et qu'on passe la moitié du temps dans chaque pays? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'intention pour ce qui est des États-Unis en tout cas. Et un certain nombre de facteurs que j'ai listés dans ma présentation, en fait, où est la partie la plus importante de votre vie? Ça peut pas être 50-50, il y a fatalement quelque part une moitié qui est peut-être un peu plus importante que l'autre. En tout cas, l'intention est celle qui compte le plus. Et en France, c'est pas l'intention, c'est ça? En France, les critères, ils sont posés à l'article 4B du Code général des impôts. C'est le fait d'avoir une activité professionnelle en France, d'avoir le centre de ses intérêts en France. Donc ce sont aussi des critères, pour le centre des intérêts, ce sont des critères subjectifs, hein. Il faut, j'évoquais dans ma présentation qu'il y a un article dans la Convention fiscale franco-américaine, je crois que c'est donc l'article 4, qui, quand chaque pays revendique la personne comme son résident, eh bien, il y a un entonnoir qui permet, dans cet article, de déterminer, in fine, dans quel pays vous êtes résident. Merci. On a Rosa Munda qui nous demande si on fait 2 testaments, un pour la France et un pour les États-Unis, est-ce qu'il vaut mieux les faire en même temps? Pas nécessairement. Le tout, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit fait de manière concertée. C'est-à-dire que le testament qui va être fait en second, il faut bien qu'il évoque, enfin, qu'il fasse même plus qu'évoquer, qu'il fasse référence au premier testament, en disant bien qu'il vient compléter les premières dispositions. C'est pas un nouveau testament qui, par hypothèse, pourrait révoquer les précédents. Bon, je crois qu'on a, ça y est, dépassé le temps qu'on s'était donné. Il y a encore pas mal de questions, beaucoup de choses qui ont déjà été répondues aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay. Il sera disponible tout de suite sur Facebook. Donc, le French Morning, notre compte Facebook, sur YouTube. Il sera mis aussi sur LinkedIn demain matin. Et vous allez recevoir un email dans exactement 24 heures avec tout ça. Donc, n'hésitez pas à regarder. Si vous avez un problème, vous m'envoyez un mail et je vous envoie le replay. Merci François, merci Richard. Je mettrai aussi vos emails pour si vous souhaitez les contacter pour une consultation peut-être un petit peu plus détaillée et privée. J'ai plus qu'à vous donner rendez-vous mardi prochain pour le prochain webinaire de French Morning. On va parler immobilier à New York. Merci encore à tous les deux. Bonne journée, bonne soirée François. Et Ouais, à bientôt. à vous. Merci à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Ciao. François, Au revoir.